Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence a un nom. Bonsoir à tous, bienvenue sur votre émission Tour du monde en 52 minutes. Je suis heureuse de vous retrouver après quelques jours d'absence. Ce lundi 8 mai 2023, nous discuterons autour de plusieurs pays. Nous irons d'abord au Burundi, au Royaume-Uni, nous allons faire une escale en Russie et nous allons terminer par l'Afghanistan. Alors, pour en parler, tous ces sujets cet après-midi, je reçois pour vous Morgan Asogba-Metandji, il est consultant en géopolitique. Bonsoir. Bonsoir, Tatiana. Comment ça va? Très positif. Ça fait un moment. Vraiment. Alors, le premier sujet de cet après-midi, sommet de l'Est de la RDC, les acteurs clés absents. Alors, dites-moi un peu, Morgan, l'ex de la RDC était au cœur d'un sommet. Pourquoi le Burundi décide-t-il de prendre le lead? Oui, le Burundi prend le lead, certainement déjà parce que le Burundi se sent directement concerné. C'est un pays limitrophe de la RDC. Et ensuite, parce que le Burundi estime avoir suffisamment de crédibilité de part et d'autre pour faire en sorte que les différents acteurs puissent s'asseoir autour de la table de négociation et voit certainement l'accord qui avait déjà été le fruit de plusieurs assises il y a au moins 10 ans et voit cet accord quand même prendre corps, étant donné que la mise en œuvre de cet accord fait partie des raisons pour lesquelles la RDC se retrouve encore dans une situation conflictuelle assez préoccupante. Et il est donc maintenant à se poser la question de savoir est-ce que le Burundi va réussir dans cette dynamique, étant donné que, comme vous l'avez si bien souligné, les acteurs majeurs de cette situation de crise semblent ne pas être vraiment intéressés par l'initiative. Alors justement, un sommet pour le mécanisme de suivi de l'accord de cadre d'Addis Abeba, vous l'avez dit tout à l'heure, ça fait quand même 10 ans. Et 10 ans après, on reprend les mêmes et on recommence, mais sauf que cette fois-ci, il n'y a pas les véritables acteurs. Alors, lorsque le Burundi prend cette initiative, est-ce que vous croyez que le Rwanda ou alors le Kenya ont vu ce sommet d'un bon œil? D'un bon œil, c'est à faire croire qu'il s'agit juste de la façon dont on voit la question qui est préoccupante. Mais il faut dire qu'il faut aller au-delà de la façon de voir la question. Il faut plutôt s'appesantir sur le caractère constructif de l'initiative des acteurs. Et quand on parle du caractère constructif de l'initiative des acteurs, on pense au Rwanda, on pense au Kenya. Déjà du côté du Rwanda, on a la façon de voir la situation du Rwanda qui est diamétralement opposée à la façon de voir non seulement de la RDC, mais aussi à la façon de voir de la communauté dite internationale, à savoir les Nations Unies et certains acteurs de la scène internationale qui, pour tous, voient une nécessité de condamner
le comportement qui semble être établi du Rwanda dans le caractère conflictuel de cette crise et ce qui fait que cette crise devienne une crise qui dure dans le temps. De l'autre côté, vous avez le Kenya qui est très soucieux du dénouement de cette crise et qui soutient tant bien que mal tout ce qui se passe là, en tenant, du moins, à s'inscrivant d'un côté qui n'est pas forcément celui. Oui, on constate que le Kenya a quand même peur de s'attirer les foudres de Kigali. Oui, est-ce que c'est la peur? C'est pas la peur. C'est quoi alors? C'est techniquement les intérêts du Kenya. La question qu'on va se poser aujourd'hui va au-delà de ce qu'on voit, c'est-à-dire des éléments directs de cette crise. Il faut rappeler que Kigali, pas seulement Kigali, mais quand vous regardez de l'autre côté du Kenya, il y a une envie ou un besoin de dire non à la communauté dite internationale. Et ce besoin qu'éprouve le Kenya sur plusieurs plans déjà, les questions de droits de l'homme, les questions de développement ou de la façon dont la gestion de la chose publique devrait se faire à l'interne au Kenya, il faut dire que le président kenyan n'a pas cessé d'aller dans un sens contraire à celui que souhaite la communauté internationale. Et lorsqu'il trouve l'opportunité de voir le Rwanda qui déjà s'est affiché sur la scène internationale comme étant un État qui non seulement a ses propres convictions, mais affirme ses convictions et sa façon de procéder au développement vis-à-vis de la communauté internationale, on trouve que les deux leaders ont une idiosyncrasie qui se recoupent et d'une façon ou d'une autre aussi ont amorcé le développement de façon remarquable. Quand vous regardez le développement du Kenya, c'est impressionnant par rapport aux autres pays africains. Quand vous regardez le développement du Rwanda, c'est impressionnant. Et donc, il faut dire simplement qu'il y a deux États qui s'inscrivent dans la même logique et qui éprouvent le besoin de s'allier face au comportement de la scène internationale qui semble ici soutenir le camp de la RDC. Alors justement, le consultant en géopolitique que vous êtes aujourd'hui, est-ce qu'on peut revitaliser l'accord cadre sur la paix à l'est du Congo démocratique sans Kagame? C'est très clair que c'est impossible. Mais non, est-ce qu'il faut revitaliser cet accord? C'est un peu là où les acteurs aujourd'hui devraient comprendre qu'il ne s'agit pas de revitaliser cet accord, mais il s'agit de s'asseoir et de faire naître probablement un nouvel accord. Parce que le contexte a changé, les éléments ont évolué, et ici, il est question de trouver la méthodologie nécessaire pour ramener un acteur comme le Rwanda, qui est vraiment un acteur remarquable de la situation de crise, à la table de négociation. Mais cet acteur semble déjà très éloigné de la table de négociation et aussi de faire comprendre à l'acteur interne qu'est la RDC, peut-être le besoin de discuter avec le M23, ce qui n'est pas l'option de la RDC aujourd'hui, qui insiste sur le fait que... Mais vous, en tant que consultant en géopolitique, est-ce que la RDC, est-ce que le président Félix Tshisekedi a un intérêt particulier à discuter avec le M23? Si l'objectif, c'est la stabilité et la paix en RDC, et que les éléments perturbateurs sont le M23 et M. Kagame, et que cette capacité de nuisance dure depuis des années, et qu'il n'y a pas eu de solution sur le plan armé, conflictuel, je veux parler. Oui, mais est-ce que ce n'est pas une boîte de Pandore? Si jamais le président Félix Tshisekedi accepte de discuter avec le M23, les autres micro-rébellions qui sont là voudront aussi aller s'asseoir à la table des négociations. C'est pour ça que je vous demande, est-ce que ce ne sera pas une façon d'ouvrir la boîte de Pandore? Il faut dire que aujourd'hui, si le M23 n'était pas dans une dynamique de nuire à la RDC, je ne pense pas qu'on serait en train de parler d'une situation conflictuelle qui nécessiterait l'intervention d'acteurs externes pour résoudre. S'il s'agissait que des autres groupes, apparemment, la RDC a les moyens, la capacité de gérer les autres groupes, mais le seul groupe qui semble poser réellement le problème aujourd'hui à la RDC, c'est bel et bien le M23, avec le soutien plus ou moins établi par la communauté internationale du Rwanda. Et donc, s'il y a un besoin de discuter avec ces acteurs et de trouver
un accord plus adapté aux réalités aujourd'hui ou au contexte d'aujourd'hui, il faut le faire puisque cela a déjà été fait dans le passé, ce qui a donné naissance à l'accord d'Addis Abeba. Et donc, ils ont certainement discuté avec ces acteurs, ils se sont entendus sur un certain nombre d'actions à mettre en exergue, mais il s'est fait, selon les propos du M23, que le gouvernement en place n'a pas respecté les clause de cet accord et on se demande aujourd'hui, même si on a des rapports qui montrent l'implication du Rwanda, on se demande quelle est la profondeur de cette implication. Alors justement, nous savons tous que après ce sommet, il y a eu quand même une feuille de route qui a été à nouveau adoptée. Mais ma question, c'est de savoir, sans Paul Kagame et sans Ruto, quelle est la chance de survie de cette feuille de route? Il faut dire que c'est difficile, voire quasi improbable de voir cette feuille de route subsister. Vous savez, lorsqu'on veut passer un processus de paix ou un processus de stabilité, il faut identifier les éléments qui sont à la base ou qui constituent la cause de l'instabilité et faire en sorte que ces éléments soient sous contrôle. Et aujourd'hui, il est clair, selon tous les rapports et tous les commentaires, que ce soit internes ou externes, que les deux éléments les plus importants dans l'instabilité qu'on a aujourd'hui en RDC, il y a le M23 et il y a le Rwanda, selon tout ce qui semble être établi par la communauté internationale et par le gouvernement de la RDC. Alors, si ces éléments sont des causes majeures, il faut forcément discuter d'une façon ou d'une autre avec ces acteurs ou simplement faire l'option qui va causer plus de dommages que même apporter le processus de paix qui est l'option de la guerre. L'option de la guerre signifie qu'il faut investir dans l'armement, il faut mettre en danger la stabilité politique de la RDC qui est déjà en danger, mais mettre encore en danger peut-être sur une durée plus longue et voire même l'improbabilité d'avoir des élections comme on le souhaite d'ici là, puisque les élections présidentielles... C'est dans l'année prochaine. Exactement. Et donc, si on se lance dans une dynamique conflictuelle poussée, ce sera probablement un état d'urgence et il sera difficile d'organiser des élections présidentielles crédibles dans ce contexte-là. Donc, il y a tellement de paramètres qui semblent aller dans le sens d'une entente, de la renégociation d'un accord et de l'implication des différents acteurs. Alors, le fait que le président congolais Félix Tshisekedi soit quand même en froid avec certains de ses pairs de la Corne de l'Afrique, est-ce que c'est préjudiciable pour lui? Pour lui, directement, si vous prenez l'individu, non. Mais si vous prenez l'institution présidentielle, c'est normal. C'est normal, pourquoi? Parce que lorsque vous êtes à la tête d'un État, tout ce que vous voulez, c'est pouvoir contribuer au développement, assurer la sécurité de vos concitoyens et faire en sorte que les relations de bon voisinage, aussi bien avec les pays limitrophes directs que ceux de la scène internationale, soient au bon point. Mais on constate aujourd'hui que déjà la région qui se retrouve être plus ou moins dirigée, je dis diriger, il ne s'agit pas de diriger dans le sens du leadership, mais diriger dans le sens géographique. Quand vous voyez le Congo, la RDC, c'est le cœur non seulement de l'Afrique, mais surtout le cœur de cette région. Une instabilité poussée en RDC, c'est toute la région qui est en danger. Et donc, il se fait que cette région a grandi en instabilité. C'est pour cela qu'aujourd'hui, pratiquement à la fin de son mandat, au début du mandat du président Tshisekedi, on ne parlait pas de cette question de M23 comme étant une question de sécurité préoccupante, même si il y avait déjà une instabilité dans l'Est qu'il fallait trouver le moyen de résoudre. Mais aujourd'hui, cette instabilité se retrouve être à son paroxysme, où il y a de fortes possibilités qu'on arrive à un conflit ouvert entre la RDC et son voisin du Rwanda, ce qu'on est en train de passer à côté. Peut-être que c'est ça que Kagame attend, hein? Sait-on jamais, hein? Mais vous savez, quand on écoute le président Kagame, il est très serein. Il a d'ailleurs dit, hein, lors de sa visite ici, qu'à des moments, il faut arrêter de chialer.
Et non seulement il est très serein et qu'il attend cela parce qu'il a, il a une équipe, il a une armée suffisamment équipée, une armée suffisamment entraînée, qui fait qu'il se retrouve même sur des théâtres pour assurer la lutte contre le terrorisme. On parle là du Mozambique et même de toutes les possibilités de partenariat qu'il est en train d'essayer de dénicher pour assurer cette lutte-là contre le terrorisme un peu partout en Afrique. Mais quand vous voyez cela, ça signifie que M. Kagame... Il paraît à toute éventualité. De l'autre côté, vous avez aussi M. Tshisekedi qui dit que le gouvernement congolais et les Congolais sont prêts à aller à l'extrême s'il le faut pour défendre les intérêts ou l'intégrité territoriale. Et donc, c'est très, du moins, alarmant. Et il est vraiment important que les acteurs de la région et même les acteurs de l'Afrique décident de se réunir et de trouver une solution à l'amiable. Parce que de l'autre côté, vous avez la situation au Soudan. La situation au Soudan est aussi assez préoccupante aujourd'hui. Et si à la situation au Soudan, on devrait avoir une situation dans la zone de l'Afrique centrale avec la RDC et le Rwanda, l'Afrique aura de du moins des périodes assez tumultueuses, d'insécurité grandissante et peut-être on ne parlera plus rien que du terrorisme, on ne parlera plus que du terrorisme en Afrique de l'Ouest et dans le Sahel, mais on parlera d'une instabilité globale et totale. Alors, pour sortir... Et si vous permettez, cela va mettre en danger les relations économiques. Alors, pour sortir du sujet burundais de cet après-midi, certains estiment qu'au niveau de l'Est de la RDC, les Nations Unies et l'Union africaine sont juste des spectateurs. Ce n'est pas qu'au niveau de l'Est de la RDC. La conception ou la façon dont les institutions internationales sont conçues, que ce soit les Nations Unies ou l'Union africaine, ne leur permettent pas forcément d'intervenir de façon concrète dans les problèmes de conflictualité bilatérale ou même dans les questions d'insécurité. Toutefois, les Nations Unies se sont dotées de ce qu'on appelle le Conseil de sécurité des Nations Unies, qui a la capacité, selon les tests des Nations Unies, de prendre des décisions qui visent à maintenir la paix et la sécurité dans le monde. Donc, le caractère spectateur qu'on peut reprocher aux Nations Unies et à l'Union africaine découle même des bases de leur création, surtout pour l'Union africaine qui n'a pas une institution comme les Nations Unies qui s'occupe directement et avec ce pouvoir-là, cette capacité d'intervention qu'est le Conseil de sécurité des Nations Unies, même s'il y a un Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, ce Conseil de paix et de sécurité n'a pas les mêmes pouvoirs et les mêmes capacités que le Conseil de sécurité des Nations Unies. Alors, deuxième sujet de cet après-midi, Royaume-Uni, Charles III serait-il un roi sans pouvoir? Comme vous le savez, Morgana Sogba-Mitondi, Charles III a été couronné le samedi 8 mai 2023 du côté de Londres. Alors, comment est-ce que vous avez perçu cette cérémonie? C'est une cérémonie assez haute, en couleur, comme on s'y attendait, même si elle est beaucoup plus modeste que la cérémonie de couronnement de la reine. Autre temps, autre mœurs, hein? Voilà. Hein. Donc, mais c'est très important pour le Royaume-Uni de passer à cette symbolique de couronnement qui établit de façon solennelle la capacité du roi à régner. Maintenant, il faut contextualiser cette capacité du roi à régner. Aujourd'hui, nous sommes à une époque où c'est beaucoup plus symbolique que pragmatique. Et donc, il s'agit d'une façon plus ou moins symbolique de continuer le concept de royauté du Royaume-Uni, mais sur le front pragmatique, il y a des velléités qui font que la capacité ou la considération
que l'ensemble de tout ce qui constitue le Royaume-Uni donnait à l'époque, il y a 70 ans ou même il y a quelques années, à la royauté, n'est plus forcément la même considération si on s'en tient aux différentes interventions de part et là. Alors, roi à 74 ans peut-il véritablement succéder à la reine Elisabeth II dans le cœur des Britanniques de façon générale? Quand je parle des Britanniques, je veux parler de tout cet ensemble qui est également composé du Commonwealth. Hein. Dans le cœur, c'est bien que vous ayez apporté cette précision. C'est parce que s'il s'agit de succéder de facto, c'est fait. Ouais. Selon les tests, selon la tradition royale, c'est fait. Il succède à la reine Elisabeth. Mais dans le cœur, c'est tout un autre débat parce que le contexte est différent. À l'époque où la reine Elisabeth prenait les règnes du Royaume-Uni et de tout ce qui va avec, en tant que souveraine, c'était assez compréhensible et toute cette génération-là donnait encore plus de considération à ce qu'on appelle la royauté et à ce que cela signifiait. Le contrôle même de l'appareil royal était plus pertinent. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une dynamique totalement différente. Un contexte sur le plan politique qui a changé, où vous avez plusieurs États qui sont nés depuis cette période-là, et vous avez des institutions sous-régionales qui se sont créées, qui se sont aussi reconstituées. On parle de l'Union européenne et on parle déjà même de tous ces États-là qui constituent le Royaume-Uni. Certains qui se réclament encore de l'Union européenne et qui n'épousent pas le Brexit qu'on a vu qui est du Royaume-Uni. Et donc, en dehors de cela, il y a aussi la maturité des populations d'outre-mer qui se retrouvent aussi attachées à cette royauté qui aujourd'hui ne considère plus la royauté comme ce qu'elle devrait être. Mais avec Charles III, il faut dire que la cassure est totale. Elle est totale et il aura moins d'adhérents, si on peut dire cela, de personnes qui considèrent la royauté ou qui accordent une certaine valeur à la royauté. Il aura moins de personnes de ce genre pour pouvoir l'accompagner dans son règne. Est-ce qu'il est un roi sans pouvoir? On ne le dira pas, on ne dira pas qu'il est sans pouvoir, mais on dira que son pouvoir est suffisamment limité aujourd'hui. Alors, nous savons déjà que, alors qu'il était prince de Galles, là, il ne jouissait pas d'une certaine popularité, y compris au niveau du Commonwealth. Mais alors, aujourd'hui, après son couronnement, quel sera le premier défi de Charles III? Mais le premier défi sera certainement de renforcer la royauté. Renforcer la royauté, parce que quand on parle de renforcer la royauté, on parle déjà de la famille royale en elle-même. On sait qu'aujourd'hui, la famille royale n'est pas aussi soudée qu'elle était il y a quelques années et que les conceptions sont en train d'évoluer. Alors, son premier défi sera de faire asseoir cette conception déjà au Royaume-Uni, de faire en sorte que cette sensation d'appartenir à la royauté qui est représentée par lui-même, le roi Charles, que cette sensation soit renforcée. Parce qu'il y a les pays composants du Royaume-Uni qui sont en train de vouloir quand même avoir leur indépendance conceptuelle et même voire peut-être politique et économique. Alors, si on s'en tient à cela, ça pose un problème. Ça pose un problème qu'il devra chercher à résoudre. Et de l'autre côté, il y a la stabilité politique au sein du Royaume-Uni. Quand vous regardez tout ce qui se passe au niveau du système de leadership au Royaume-Uni, c'est-à-dire les premiers ministres, les partis travaillistes et tout le reste, il y a un problème de fond. Maintenant, ce problème de fond doit pouvoir bénéficier de l'aura du roi. Et en tant que roi, parce qu'on a vu la reine Elisabeth qui ne manquait pas d'échanger régulièrement avec les différents premiers ministres. On a vu Boris Johnson avec lui, avec elle. Et on a vu Tony Blair, Margaret Thatcher. Exactement. La question c'est, est-ce que le prince Charles pourra réellement contribuer à la stabilité de cette dynamique politique qu'on a au niveau du Royaume-Uni, parce que
on n'est pas sans ignorer ses penchants politiques. Ce qui n'était pas forcément le cas pour la reine Elisabeth, qui savait quand même mettre un détachement qui lui donnait cette capacité à pouvoir être écoutée par tous les acteurs politiques du Royaume-Uni. Le défi pour Charles sera de faire en sorte que tous les acteurs politiques du Royaume-Uni puissent avoir cette envie de l'écouter et prendre en compte ces différentes interventions ou sa façon de vouloir mettre la stabilité dans la gestion du pays. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé de certains îles et certains pays qui sont membres de l'Empire britannique et qui, de plus en plus, ont des velléités d'indépendance. Est-ce que ces velléités d'indépendance-là, c'est pas une façon de commencer par diminuer un peu ou alors nuire ou alors mettre fin à la couronne britannique? Mettre fin à la couronne britannique, c'est trop dit parce que la couronne, elle est britannique. C'est-à-dire, elle n'est pas forcément directement liée à ces zones géographiques qui peuvent se détacher du Royaume-Uni, mais ne peuvent pas changer la tradition du Royaume-Uni. Si ces pays se détachent, si on prend un pays comme par exemple la Jamaïque, oui, qui de plus en plus, la Jamaïque et le Belize, qui de plus en plus veulent être des républiques qui ne comptent plus rester sous la coupole de l'Empire britannique. Oui, c'est compréhensible. Ça s'inscrit dans les développements dont on a fait cas tout à l'heure. Vous savez, ce qui se passe aujourd'hui pour le Royaume-Uni n'est pas différent de ce qui se passe avec la France pour certains des pays africains qui décident de marquer une rupture totale de ce qui est appelé la France-Afrique. Le Royaume-Uni a utilisé une façon subtile de maintenir l'ensemble des territoires déjà par le Commonwealth pour ces territoires-là qui avaient soif d'indépendance, mais quand même a su maintenir des pays comme la Jamaïque, des territoires comme la Jamaïque et bien d'autres dans son sillage en ayant cette capacité d'avoir une je ne vais pas parler de domination, mais une influence directe sur leur économie et sur leur politique. Je suis d'accord avec vous, Morgan Sobamé-Tonji, mais si on prend, par exemple, si aujourd'hui, un pays comme l'Australie décidait de se détacher de la couronne britannique, quoi qu'on dise, vous n'allez quand même pas me dire que la couronne britannique ne prendra pas un coup. C'est vrai, c'est des petits pays, mais le fait de se détacher, on peut quand même dire que ça va quand même diminuer. Oui, sur le plan économique, c'est ce que j'essaye de faire ressortir aussi, c'est que sur le plan économique, ça va être un coup. Mais sur le plan politique, le Royaume-Uni reste le Royaume-Uni. C'est-à-dire le roi restera le roi, mais il aura naturellement moins de territoire moins de sujets aussi, moins de sujets à gouverner. Et moins d'impôts aussi. C'est ça l'économie. Voilà. Mais aujourd'hui, ici, ce qu'il faut dire, c'est quoi? C'est que le Royaume-Uni doit repenser sa stratégie économique comme la France est en train de le faire. Mais c'est vrai que c'est plus criard pour la France parce que le Royaume-Uni a une influence et une capacité économique en matière de ressources et en matière de coopération beaucoup plus développée que la France qui, pendant des décennies, s'est appuyée sur les pays africains, c'est pas moi qui le dis, c'est les dirigeants français qui l'ont dit, pour atteindre cette capacité économique dans le monde qui est en train de chuter aujourd'hui. Et donc, ce serait dans l'intérêt de la couronne et du leadership britannique de réfléchir, pour ne pas dire d'anticiper même, de permettre à ces territoires qui sont en train de réclamer le fait de devenir des républiques, de leur permettre de le faire comme ils ont anticipé pour certains territoires avant ou pendant la période de décolonisation. Alors, pour sortir du sujet britannique, être informé, encourager, mettre en garde, c'est ainsi que se résument les droits politiques d'un monarque britannique. Charles, qu'on connaît, qui, alors qu'il était encore prince, avait certaines positions politiques. Est-ce que vous croyez qu'il pourra supporter cela? C'est important de dire que chaque leader, que ce soit dans une monarchie, dans une royauté, ou même dans un régime présidentiel démocratique, vient avec ce qu'on appelle son idiosyncrasie. Et donc, il sera très difficile de détacher du roi Charles son envie ou son besoin de s'impliquer
dans la vie politique. Une fois qu'il est roi, son avis ne compte pas, Oui, parlant de la politique. Mais il est roi, ça signifie qu'il a la possibilité de diriger de façon différente. Même s'il y a des tests, les tests lui confèrent quand même une certaine marge de manœuvre. Il ne pourra pas prendre position officiellement. Oui, ça c'est ce que disent les tests. Mais il est le roi. Ce qui signifie que comme pour dire dans sa nature, de prendre des positions, il peut y arriver qu'il le fasse. Et donc, il va falloir qu'on discute maintenant de cette évolution de la royauté, ce qui remet en cause tout. Aujourd'hui, la question même de la royauté doit faire objet des discussions au niveau du Parlement britannique. Alors, voilà, la troisième escale de cet après-midi nous conduit directement en Russie, où Wagner menace son retrait en Ukraine. Le patron de Wagner lève le ton face au Kremlin. Oui, c'est un développement assez intéressant. Et comme quoi la retour qui n'est pas à prendre quand même avec... c'est à prendre avec des pincettes, vous savez. Nous sommes dans tout un méli-mélo conflictuel au niveau des médias, c'est-à-dire de la communication, au niveau politique et au niveau aussi, disons, social et culturel. Ici, nous sommes de plein pied dans deux niveaux de cette analyse. Il s'agit du niveau politique et du niveau de communication. Peut-être la communication est assez exagérée. La menace, on peut la comprendre. Et ce n'est pas la première fois. Lorsqu'on sait qu'à un moment donné même, il y a eu des informations circulant montrant le fait que Wagner était en train de critiquer le comportement de l'armée russe à un moment donné. Aujourd'hui, qui est le patron de l'armée russe? Bon, on ne va pas s'appesantir sur cela. On sait que c'est Poutine, voilà, techniquement. Oui, donc on continue alors. Mais on continue. Est-ce que c'est un problème? Ce n'est pas un problème majeur. Ce serait un problème majeur si, d'aventure, ce même groupe, Wagner, qui est très, très patriotique, et même s'ils sont dans du business, ils sont patriotiques, qui a plusieurs situations assez lucratif sur le plan économique avec le gouvernement russe, ce serait alarmant si Wagner se retournait contre la Russie, ce qui est quasi impossible aujourd'hui. On dit généralement, il ne faut pas dire jamais, jamais. Hein? Oui, il ne s'agit pas de dire jamais, jamais, il s'agit de voir... oui, à vous entendre dire impossible, c'est comme si... Quasi. Oui. Et après quasi, qu'est-ce qui vient? Oui, c'est impossible. Vous savez, quasi impossible, pourquoi? Parce qu'il faut apprécier les intérêts de Wagner aujourd'hui à se retourner contre la Russie. C'est difficile à voir. Wagner qui se retourne contre la Russie, certainement va peut-être s'aligner à l'autre camp. Oui, mais déjà, avec votre permission, le fait de lever le ton une nouvelle fois vis-à-vis de Kremlin, est-ce que ce n'est pas une façon pour le patron de Wagner de faire savoir à la communauté internationale que si vous aviez des doutes de ma présence en Ukraine, alors plus de doutes, c'est officiel, je suis installé en Ukraine? Oui, il faut rappeler que ce n'est pas cette façon qui montre que Wagner est installé en Ukraine, parce qu'il y a eu déjà plusieurs sorties de ce patron de Wagner qui est aussi, quand on se fie au service de renseignement des États-Unis et plein d'autres États, la présence de Wagner est établie et sa capacité même à faire en sorte que la Russie se retrouve à gagner du terrain est aussi établie. On peut dire que cette façon de hausser le ton, bien que cela peut vouloir attirer l'attention sur leur présence, mais vient aussi envoyer un message de leur capacité quand même de nuisance qui est très établie. On a l'impression aujourd'hui, lorsqu'on écoute le patron de Wagner, que l'armée russe n'a plus forcément un rôle prépondérant sur le terrain de ce qui se fait en Ukraine. Mais que le leadership de ce qui se fait en Ukraine, aujourd'hui, est entre les mains de Wagner. Et que Wagner a pris les devants et fait la guerre en Ukraine. À la place de la Russie. À la place de la Russie. Mais que la Russie joue un rôle beaucoup plus de renfort ou de, on va dire en anglais, supplier, de fournisseur de tout ce qui est munitions, équipements, armements,
afin que ces éléments de Wagner puissent faire le travail sur le terrain. Oui, mais est-ce que c'est pas aussi une façon d'exposer la Russie? Exposer la Russie, je dirais pas. Vous savez, certes, on peut utiliser cette information comme une information pour savoir que le groupe qui fait le travail de combat sur le terrain est à court de munitions. Cela peut être vu ainsi, mais cela aussi peut être une stratégie. Vous savez, en matière de stratégie militaire, tout est possible. Et Wagner peut être aussi là dans une démarche de communication qui s'inscrit dans une stratégie. Prêt à s'offrir au plus offrant, c'est ça? Bon, c'est une possibilité, mais aujourd'hui, cette possibilité est très loin. Oui, mais lorsqu'il demande, par exemple, lorsqu'il dit au Kremlin que envoyer plutôt les Tchétchènes combattre en Ukraine, est-ce que c'est pas une façon de dire également, de faire savoir que moi j'ai d'autres gombos ailleurs? Déjà, il est établi aussi que Wagner a d'autres gombos ailleurs, si vous me permettez l'expression. Juste, je veux dire. Oui, mais aujourd'hui, vous savez, il faut rappeler ici que l'implication des Tchétchènes n'est pas une chose nouvelle, c'est pas une donne nouvelle. Peut-être cet appel peut être aussi apprécié comme un appel au renforcement, c'est-à-dire à l'implication des Tchétchènes dans le conflit, que ce soit pas seulement Wagner, mais il faut garder à l'esprit que le cuisinier, comme on aime bien l'appeler, est dans son élément et certainement a déjà concocté un mets. Et il souhaite avoir quand même d'autres acteurs pour non seulement déguster, mais faire partie de ce défi-là que Wagner est en train de relever pour ce qui est de la guerre en Ukraine. Aussi, il faut rappeler que les deux parties, que ce soit la Russie ou l'Ukraine, sont en train, lentement mais sûrement, de se rapprocher d'un point où il va falloir forcément passer à la négociation. Parce que, aussi bien du côté de la Russie que du côté de l'Ukraine, les munitions, les équipements et même la ressource humaine sur le terrain commence à faire défaut. La dernière escale de cet après-midi nous amène en Afghanistan. Nous allons aller très rapidement, Morgane. Les Nations Unies maintiennent leur engagement. L'ONU maintient son engagement de rester dans le pays. Alors les Nations Unies ont pris la résolution de rester en Afghanistan. Et c'est une décision qui s'inscrit tout de suite dans la perspective du droit international. Ils décident de rester surtout parce qu'ils estiment que les conditions des droits de l'homme, surtout pour ce qui est des droits des femmes, sont assez peu agréables et ne correspondent pas à ce que cela devrait être. Déjà qu'on sait que les talibans ont décidé tout de suite de réduire la capacité ou la possibilité pour les femmes de travailler et que cette application, cette initiative qui ne se voyait pas être appliquée aux femmes qui travaillaient à l'ONU, aujourd'hui... La donne change, hein? La donne change. Et c'est assez préoccupant. Donc, si l'ONU venait à quitter l'Afghanistan, on peut déjà s'imaginer la situation chaotique par rapport aux droits de l'homme dans lequel l'Afghanistan va se retrouver, surtout pour ce qui est des femmes. Et c'est donc dans cette perspective, forcément, que l'ONU s'inscrit en disant qu'il veut ou qu'elle veut rester en Afghanistan. Alors, mais justement, même si elle a décidé de rester en Afghanistan, est-ce que ce vivre ensemble, si je peux m'exprimer ainsi, entre les Nations Unies et les nouveaux rois de Kaboul sera une réalité? Quand on sait que depuis quelque temps, ils ont recommencé à l'interprétation très stricte du Coran. Oui, de jure, si on s'en tient au test, ce sera quelque chose d'assez facile, puisque il y a des accords qui permettent à l'ONU d'être là. Et donc l'ONU va y rester. Ça, c'est de jure, si on s'en tient au test. Maintenant, de facto, ça va être compliqué, même si ça va être possible. Compliqué, pourquoi? Parce que la présence de l'ONU ne va pas empêcher les talibans de faire appliquer la charia et tout ce qui va avec, puisque c'est l'Afghanistan, et les seuls maîtres de l'Afghanistan aujourd'hui sont les talibans. Et
de l'autre côté, l'ONU va rester, la présence de l'ONU va, d'une façon ou d'une autre, atténuer la ferveur des talibans dans la mise en œuvre de ces tests, la charia et tout ce qui va avec, surtout quand il s'agira des travailleurs de la communauté internationale et des zones dans lesquelles l'ONU a la capacité de produire des rapports à la vue et au su de la communauté internationale, surtout parce que les talibans ne peuvent pas vivre en autarcie. Ils ont besoin des échanges avec les autres acteurs de la scène internationale et l'ONU a la capacité de conduire ces acteurs à revoir leur accord de coopération et de partenariat avec l'Afghanistan, ce qui n'est pas dans l'intérêt des talibans. Et donc, la présence de l'ONU ne permet pas, ou ne va pas permettre... alors. Elle est stratégique. Elle ne permet pas forcément de faire partie... la ferveur et les tests qui doivent être appliqués en Afghanistan par les talibans, mais d'une façon ou d'une autre, elle permet d'atténuer la teneur de cette dynamique beaucoup plus anti-développement selon la conception de la communauté internationale que en faveur des droits de la femme. Voilà, c'est avec votre intervention sur l'Afghanistan que nous mettons un terme à notre émission de cet après-midi. Nous sommes allés au Burundi où nous avons parlé du sommet sur l'Est de la RDC et l'absence des acteurs clés qui sont le Rwanda et le Kenya. Nous sommes allés au Royaume-Uni où je vous ai posé la question de savoir Charles III serait-il un roi sans pouvoir? Vous m'avez donné vos explications et vous avez argumenté. En Russie, Wagner menace son retrait de l'Ukraine. Là aussi, nous avons argumenté et vous avez défini les tenants et les aboutissants. Nous avons clôturé notre émission de cet après-midi par l'Afghanistan où l'ONU a décidé de maintenir son engagement. En d'autres termes, l'ONU décide de rester malgré la présence des nouveaux rois de l'Afghanistan que sont les talibans. J'ai reçu pour vous, pour cet après-midi, pour votre émission Le Tour du Monde en 52 minutes, Morgane Assogba Metonji, devant vos caméras, Tatiana Andadjemeya. Merci de nous avoir suivis. Retrouvons-nous lundi prochain quand il sera 16h.